Alors, bienvenue. On est contente de lancer cette semaine spéciale grossesse où du coup on va parler de différents sujets qui vous touchent toutes à ce moment-là. Donc, on est très contente d'avoir aussi le soutien d'Au Mont Blanc et de NUC, donc qui sont en soutien sur cette semaine-ci et sur ces sujets qui les importent énormément. Aujourd'hui, on a donc Alexia qui est avec nous. Si tu veux te présenter, Alexia. Oui, avec plaisir. Juste, je te coupe 2 minutes. Chloé, est-ce que tu as lancé l'enregistrement? Oui, c'est tout bon. C'est bon. Ok. Donc, moi, c'est Alexia. Je fais partie donc de l'équipe d'éveil et conseil depuis plusieurs années et je suis kinésithérapeute de formation. Donc, ça fait un peu plus de 17 ans que j'accompagne les femmes, particulièrement sur tous les sujets de la périnatalité, on va dire, et de la santé féminine. Et donc aujourd'hui, on va aborder un thème en lien avec et à la fois la grossesse et le corps de la femme et future ou jeune maman. Trop bien. Alors, excusez-moi. Donc aujourd'hui, on va parler de comment soulager et préparer son corps. Euh, donc comment soulager son corps durant la grossesse quand il y a des désagréments et comment préparer son corps à la naissance. Donc là, on vous rappelle, je ne sais pas si Chloé, tu veux dire un petit mot. C'est une frise du développement qu'on a créée avec l'ensemble des professionnels de santé, d'éveil et conseil. Donc, c'est notre frise du développement de 0 à 3 ans. Et l'idée, ça a été de compiler toutes nos compétences pluridisciplinaires pour pouvoir vous donner une jolie frise qui recense en fait toutes les grandes étapes clés par lesquelles votre bébé et enfant va passer de la naissance jusqu'à ses 3 ans. L'idée, c'est d'avoir des repères fiables pour l'accompagner au mieux. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose de particulier, Chloé. Elle est téléchargeable sur le site, il me semble. Oui, exactement. Donc, on peut la télécharger sur le site. Et dernièrement aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a digitalisée sur notre application. Donc là, vous avez le QR code de notre application, donc qui est complètement gratuite. Et l'idée sur l'application et ce qui est bien, c'est qu'elle est personnalisée à l'âge de votre enfant. Donc, il suffit juste que vous rentrez l'âge de l'enfant et ensuite, vous aurez en fait votre enfant qui sera à jour sur la frise au moment des étapes phares à l'âge à laquelle il est. Donc voilà. Donc là, vous avez tous les QR codes si vous voulez les scanner, l'application, la frise et le compte Insta d'éveil et conseil. Alors, avant de commencer, je souhaiterais déjà vous poser une question. N'hésitez pas à le mettre dans le chat. Ça va me permettre d'adapter aussi un petit peu mon discours. La première question, c'est dans quelle phase êtes-vous actuellement? Est-ce que, donc, vous mettez A dans le chat si vous avez un projet de grossesse, B si vous êtes dans le premier trimestre, C si vous êtes dans le deuxième trimestre et D si vous êtes dans le troisième trimestre. Donc, n'hésitez pas à nous le mettre et Chloé, n'hésite pas à me Ouais. dire les réponses. Ouais. Donc, ça, c'était pour la première question. Alors là, on a en question pour la réponse 1, on a la question, enfin, on a la réponse D, le troisième D. trimestre. D'accord, troisième trimestre. OK. Et la deuxième question, c'est ressentez-vous des gènes ou des maux ou des désagréments liés à la grossesse? Donc, vous mettez A si non, il n'y a aucune gêne. B, s'il y a, oui, il y a des gènes, mais ça reste modéré. Et C, s'il y a des gènes et que c'est assez marqué. Là, c'est la réponse B. B, ok, super, on continue alors. Alors, ce que j'aimerais déjà dire pour poser le cadre, c'est que j'aimerais vraiment le rappeler, c'est que votre corps, durant la grossesse, il accomplit vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il est en train de créer un petit être humain. Donc chaque jour, votre corps, il s'adapte en fait pour faire grandir ce petit être humain qui est votre bébé.
Donc souvent, on ressent de la fatigue, des douleurs, de l'essoufflement, des émotions qui peuvent être un peu euh, en montagne russe, plus ou moins intenses. Et ce que j'aime à dire, c'est que la plupart de ces changements sont, entre guillemets, normaux. Ils sont inhérents à la grossesse. Et ça, c'est vraiment le témoin de ce formidable travail qu'est en train d'accomplir votre corps. Pour autant, on n'est pas obligé de les subir. Et avec éveil et conseil, on part du principe que plus vous allez comprendre ce qui se passe dans votre corps, mieux vous allez vivre aussi tous ces changements. Donc, c'est un petit peu l'objet de cette masterclass aujourd'hui, c'est de vous expliquer ce qui se passe dans votre corps, ce qui est, entre guillemets, normal, mais qui peut être pour autant soulagé, mais vraiment de le comprendre pour mieux le vivre et surtout pas le subir. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aime quand même à rappeler que dans cette masterclass, on va vous donner un maximum d'informations, mais c'est pas, ça remplacera jamais une consultation avec un professionnel de santé. Donc, je veux vraiment qu'on fasse la part des choses entre ce qui est normal lors d'une grossesse, donc ressentir de la fatigue, se sentir souvent essoufflé, ressentir des douleurs ligamentaires et ou d'ailleurs articulaires, d'avoir cette sensation de jambes lourdes, d'être constipé parfois, d'avoir un sommeil qui est perturbé ou tout du moins, même s'il n'est pas fortement perturbé, c'est pas le même sommeil qu'avant. C'est des choses qui sont vraiment inhérentes à la grossesse. Et j'aimerais vraiment qu'on fasse le distinguo avec ce qui nécessite un avis médical et c'est pas du tout l'objet de la présentation aujourd'hui. Si bien évidemment vous sentez une diminution des mouvements de votre bébé, des céphalées importantes, c'est-à-dire des maux de tête important, un œdème soudain, donc un gonflement d'une partie de votre corps soudain, des saignements au niveau des parties intimes, mais même si, si c'est pas partie intime, mais des saignements qui pourraient être anormaux, des douleurs thoraciques, c'est-à-dire des douleurs au niveau de votre thorax, donc de votre poitrine, et une perte de liquide suspecte, tout ça, bien évidemment, ça nécessite un avis médical. Et donc là, on ne se pose pas la question par rapport à ce que je suis en train de vous dire. C'est vraiment, on va consulter le médecin généraliste ou votre gynécologue ou votre sage-femme. Donc nous, on est vraiment dans le premier cadre, ce qui est inhérent à la grossesse. Alors, au programme, ce que j'ai envie de voir avec vous, c'est les modifications anatomiques liées à la grossesse et les désagréments que ça peut engendrer, les modifications hormonales également liées à la grossesse et les désagréments associés. Donc ça va être dans une première partie et on va dire dans une seconde partie, on va voir ensemble comment favoriser une bonne fonction abdominale parce que ça va être essentiel pour votre grossesse, votre accouchement et le postpartum et comment préparer son périnée à la naissance. Donc la grossesse, c'est un grand chamboulement à la fois émotionnel, physique, hormonal. On va faire une petite aparté sur le chamboulement émotionnel, mais c'est pas mon domaine d'expertise. Mais j'aime quand même rappeler cette dimension-là parce qu'elle n'est pas à négliger. Et ensuite, on verra plutôt le côté chamboulement physique et hormonal. Alors, rappelons que ce grand bouleversement émotionnel que vit la femme est normal, encore une fois, et c'est quelque chose qui ne doit pas forcément vous inquiéter. Et n'hésitez pas à le diffuser auprès de votre entourage aussi. C'est normal que pendant cette phase, vous avez besoin de sentir que ceux qui vous entourent vous aiment, vous soutiennent, se soucient de vous. On a ce besoin-là. Votre corps, il travaille très dur pour votre bébé et donc vous avez naturellement besoin d'aide et de soutien. Donc ça, c'est important d'échanger avec votre environnement proche parce que, voilà, que les personnes soient en mesure de comprendre ça et d'être présent à la hauteur de vos besoins est essentiel. Et on parle souvent de ce syndrome du nid quand on est enceinte. Et donc là, je vois que la personne qui est avec nous, en plus, c'est au troisième trimestre. Donc c'est peut-être déjà des signes qu'elle ressent, ce besoin, parfois même viscéral, de préparer la naissance en nettoyant toute sa maison, en ayant vraiment un endroit calme.
voilà, où elle va vraiment se sentir en sécurité. C'est quelque chose de naturel que toutes les femelles mammifères ressentent. Et nous en sommes bien évidemment. Hop, excusez-moi, ça a été un petit peu vite. Donc, pour reprendre les différentes phases de la grossesse, le trimestre 1, bah, on devient doucement une autre. Trimestre 2, la vie bah, prend vie, on le ressent et on le voit physiquement. Et le troisième trimestre, donc c'est un temps un peu plus de plénitude, on va dire. Et donc la grossesse engendre, comme je vous le disais avant, à la fois des modifications émotionnelles, mais également des changements corporels et hormonaux. Et c'est ce qu'on va voir plus en détail maintenant. Donc on va commencer par les modifications anatomiques. Une des modifications anatomiques les plus flagrantes, c'est bien évidemment le développement de l'utérus. Votre bébé est en train de se développer. Sa petite maison, quand il est dans votre ventre, bah, c'est au niveau de l'utérus. Donc forcément, votre utérus va se développer proportionnellement au développement de votre bébé. Et ce développement de l'utérus va avoir différentes conséquences. Alors, pour que ce soit le plus pédagogique possible, vous allez voir, je vais vous montrer trois conséquences de ce développement de l'utérus et on va aller de l'extérieur vers l'intérieur. Donc votre utérus se développe et les premiers tissus, donc les tissus les plus extérieurs qui vont avoir des conséquences de ce développement de votre utérus, ça va être votre sangle abdominale et particulièrement la peau, d'où la photo que je vous ai mis là où on voit très bien donc une femme enceinte. On voit sa peau et avec quelques vergetures. Donc il y a peut-être des vergetures plus anciennes, un petit peu plus brunes, et puis on en voit des un peu plus claires. Euh, donc ça, c'est vraiment sur la couche la plus extérieure. Donc vraiment, là on est sur la peau. Et donc les vergetures, c'est une rupture de la peau, mais pas de n'importe quelle partie de la peau. C'est souvent la couche moyenne, ce qu'on appelle le derme. Il y a d'importants facteurs génétiques. Il y a des peaux, des femmes qui naturellement vont avoir plus de vergetures que d'autres. Souvent, les zones préférentielles, ça va être bah, toutes les zones où il va y avoir une variation bah, du volume, donc les seins, les cuisses et bien évidemment le ventre. Alors, j'aime à rappeler que les études montrent qu'il n'y a aucune crème à ce jour qui démontre son efficacité pour empêcher complètement les vergetures. Pour autant, c'est toujours une bonne chose de venir à la fois masser son ventre, parce qu'en massant son ventre, bah, vous allez améliorer la circulation de ce tissu-là, donc c'est ultra bénéfique. Et en plus, en appliquant, par exemple, de l'aloe vera, vous allez vraiment apporter de l'hydratation à votre peau. Et en utilisant des huiles végétales, telles que, ça peut être des huiles végétales que vous avez dans votre cuisine, hein, d'huile de coco, d'huile de sésame. Ben, en appliquant ou alors après, vous pouvez très bien acheter des huiles végétales spéciales grossesse. C'est pas le même coût, mais en appliquant ces huiles, vous allez apporter de la nutrition à votre peau de manière externe, et donc ça, c'est toujours bénéfique. Donc, si vous avez l'envie, le temps, bah, n'hésitez pas à appliquer donc des huiles sur votre ventre, le bassin, les cuisses et les seins tous les jours dans l'idéal, et vraiment masser ces zones pour à la fois favoriser bah, la pénétration des nutriments, mais aussi améliorer la circulation sanguine de ce tissu qui est quand même un petit peu donc étiré, qui peut être un petit peu malmené lors de la grossesse. Donc ça, c'est la partie cutanée, la partie la plus extérieure. Ensuite, on va plonger un petit peu plus en profondeur sous la peau. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, alors, il va y avoir de la graisse, des fascias, et on va arriver sur la partie musculaire. Et donc, le fait que votre utérus se développe de l'intérieur, et ben, ça va entraîner une adaptation progressive de votre paroi abdominale. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien mon petit schéma. Est-ce que vous voyez, Chloé, est-ce que tu peux me dire si vous voyez Oui, ma souris? Ok. oui, je la vois bien.
Ok, donc sur le petit schéma, tout à gauche, on a un abdomen entre guillemets normal, j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, c'est une femme qui n'est pas enceinte. Et on voit ce qu'on appelle les muscles grand droit. Donc là, on a le muscle grand droit gauche et là, le muscle grand droit droit. Donc c'est un muscle qui est en paire et c'est ce qu'on appelle communément les tablettes de chocolat. Bien évidemment, en dessous, on a d'autres muscles. On a les muscles obliques, les obliques internes, externes. Et puis, encore plus en profondeur, on va avoir les muscles, parce qu'il y en a un à droite, un à gauche, les muscles transverses. Donc, on a vraiment toute une sangle avec différentes couches musculaires qui constituent la paroi abdominale. Quand on est enceinte, on a l'apparition d'un diastasis. Alors souvent, c'est vu comme un gros mot, le diastasis. On a l'impression que c'est quelque chose de grave. Le diastasis, donc c'est un terme scientifique. En fait, c'est tout simplement un écartement des muscles grand droit, donc du gauche et du droit, avec un élargissement progressif de la ligne blanche. Et ce diastasis, en fait, c'est une adaptation normale de votre corps pour laisser la place du bébé. Et en soi, c'est pas pathologique d'avoir un petit diastasis durant la grossesse, puisque le bébé, il faut bien qu'il prenne de la place quelque part. Donc, c'est vraiment quelque chose de normal. Vous allez avoir une légère séparation des muscles grand droit de l'abdomen et un élargissement progressif de la ligne blanche au cours de la grossesse. Si ça reste dans une mesure raisonnable et si c'est progressif, c'est en rien pathologique. Euh, donc voilà pour ce qui est du diastasis. Donc après, vous pourrez nous dire en chat si c'est des choses que vous avez déjà observées, ce petit élargissement. Souvent, on le voit au niveau du nombril. Quand on va, donc on a regardé au niveau, donc votre bébé grandit, votre utérus grossit, et donc à l'extérieur de votre peau, bah, la peau, comment dire, se distend. La peau se distend et donc ça peut entraîner des vergetures. Quand on va, mais on peut voilà, hydrater et nourrir sa peau durant toute la grossesse sans souci. Quand on va un petit peu plus en profondeur, on a la paroi abdominale, donc les muscles qui, pareil, vont un petit peu s'adapter. Et ensuite, quand on est au-delà de la paroi musculaire, et ben, on a les viscères, donc bah, c'est tous vos organes internes qui eux aussi vont être, comment dire, le développement de votre utérus va avoir un impact sur ces viscères-là. Forcément, ils vont avoir un petit peu moins de place. Il va falloir qu'ils trouvent de la place ailleurs. Et souvent, bah, donc, votre estomac, votre diaphragme, votre foie, bah, tous vos organes internes vont être refoulés. Souvent, une partie va être refoulée vers le haut, c'est assez schématique, et une partie va être refoulée vers le bas. Et c'est pour ça que vous allez ressentir un étirement donc en haut, je vous montre un petit peu sur moi, au niveau du diaphragme. Donc vous pouvez ressentir surtout au troisième trimestre des gènes à ce niveau-là, au niveau diaphragme et sous les côtes, bah, parce qu'il y a une partie de vos organes qui est refoulée vers le haut, et puis peut-être que le bébé aussi. On peut donner des petits coups au niveau du diaphragme et des côtes. Et vous pouvez aussi ressentir une augmentation des pressions sur le périnée, puisque bah, en fait, votre abdomen, bah, c'est un, comment dire, un contenant qui est extensible, mais pas à l'infini. Donc forcément, si il y a plus de volume à l'intérieur, et bah, c'est les parois qui vont être un petit peu comprimées, en tout cas étirées. Donc la partie haute au niveau du diaphragme et la partie basse plus au niveau du plancher périnéal. Et donc c'est pour ça que vous pouvez ressentir des sensations dans le bas du ventre, une sensation de lourdeur et parfois même des sensations de boule au niveau vaginal, bah parce qu'il y a ces pressions qui s'exercent dans la partie haute et dans la partie basse de votre abdomen. Donc, on a vu la première modification, c'était lié au fait que votre utérus grandisse. Une des autres modifications, mais qui est liée au développement de votre utérus, c'est la modification de votre posture. Forcément, bah là, vous avez un tout début de grossesse, ou peut-être que la femme n'est même pas enceinte, il y a un tout petit utérus, et l'utérus grandit, donc ça va modifier complètement votre centre de gravité qui va avoir tendance à partir plutôt vers le bas et l'avant. Donc vous allez avoir très souvent chez les femmes, c'est pas obligatoire, mais très souvent il y a une augmentation des courbures. Donc là, sur mon schéma, on voit une augmentation de la courbure lombaire, mais parfois on a aussi une augmentation de la courbure au niveau thoracique
et ou une augmentation de la courbure au niveau cervical. Donc ça dépend vraiment des femmes. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que votre corps va naturellement s'adapter et va adapter son équilibre à la croissance de votre bébé. Et c'est pour ça que bah, vous allez avoir une posture qui va être modifiée. Parfois, les pieds peuvent s'écarter. La voûte plantaire peut légèrement s'affaisser vers l'intérieur. Parce que bah, votre corps, faut qu'il garde son équilibre. Et donc, s'il y a plus de poids bah, à l'avant, et bah, souvent, vous allez contrecarrer ça en mettant plus de poids à l'arrière, par exemple en reculant vos épaules. Et c'est ça qui fait qu'il y a une augmentation des courbures. C'est quelque chose qui est fréquent, qui est pas systématique, mais en tout cas, il y aura, même si les courbures ne sont pas accentuées de manière exorbitante, il y aura toujours une adaptation naturelle de votre corps. Et ça peut engendrer des douleurs ligamentaires. J'ai mis slash musculaire, slash articulaire aussi. Donc, peut y avoir vraiment, du fait de toutes ces modifications-là, des répercussions, en gros, sur vos articulations et vos muscles. Oups, j'étais trop vite. Donc ça fait suite au point que l'on a vu avant, c'est que vous allez avoir une modification de la stabilité articulaire. Donc d'une part, votre posture change, donc vos articulations vont se retrouver avec des contraintes dont elles n'ont pas l'habitude. Peut-être que vous aviez une petite courbure lombaire habituelle, c'est-à-dire un petit, le bas du dos légèrement creusé, et là la grossesse va faire que vous allez avoir le bas du dos plus creusé. Donc déjà, vous avez votre posture qui est modifiée. Et en plus, donc vos articulations qui ont des contraintes qui ne sont pas habituelles pour elles. Et en plus, vous allez avoir une forte imprégnation hormonale, principalement de deux hormones, la relaxine et la progestérone. Et ce sont ces deux hormones-là qui vont majorer, ah, j'ai des petits confettis, qui vont majorer la répercussion articulaire. En gros, comme vous allez avoir plus de sécrétion de ces deux hormones-là, vos articulations vont être encore plus laxes, encore plus souples. Donc, d'une part, il y a une modification de votre posture, vos articulations qui avaient l'habitude, peut-être pendant 20, 25, 30 ans, d'avoir certaines contraintes, vont en avoir d'autres. Et en plus, vous allez avoir des hormones qui vont rendre vos articulations encore plus souples. Donc tout ça, ça peut favoriser une sensation d'instabilité articulaire au niveau du genou, au niveau du bassin, au niveau des chevilles, surtout les articulations portantes. Mais vous pouvez aussi ressentir ça au niveau du poignet, du coude, hein. Et ça peut augmenter le risque de certaines blessures lors d'efforts inhabituels. C'est aussi pour ça qu'on conseille aux femmes d'avoir une activité physique adaptée durant la grossesse. Et c'est pas la période durant laquelle vous allez décider de vous mettre à une activité physique que vous n'avez jamais fait avant. Parce qu'on sait qu'il y a une petite fragilité articulaire, ligamentaire et musculaire liée à la grossesse. Donc c'est pas là qu'on va décider, par exemple, de s'inscrire à un marathon. Et d'ailleurs, demain, il y a mes collègues qui vont vous parler de l'activité physique durant la grossesse. Donc je pense ça sera très complémentaire Mm. avec tout ça. Donc voilà, gardez bien ça en tête. Par rapport aux modifications et les solutions pour limiter ces désagréments, bah, c'est continuer bien évidemment à bouger régulièrement, mais ne pas se mettre à faire une activité physique que votre corps n'a pas l'habitude, parce qu'il y a trop de modifications, ça serait trop de sollicitations pour lui, mais continuez à bouger comme vous le faites habituellement, la marche, si vous avez une activité cardio, continuez là, voilà, il y a plein de choses que vous pouvez encore continuer à faire, bien évidemment. Évitez les positions prolongées, le corps a besoin d'être en mouvement. Donc, essayez d'alterner les positions, que ce soit au travail ou à la maison. Ayez une activité physique adaptée. Donc, ça, je vous conseille d'assister à la masterclass de demain pour aller un petit peu plus en détail là-dedans. Bien évidemment, si vous avez des douleurs qui sont vraiment importantes, voire invalidantes, consultez. Bien s'hydrater et avoir une alimentation équilibrée, puisque tout ça, ça va jouer sur votre santé corporelle globale, sur la nutrition bah, de votre peau, de vos ligaments, de vos muscles. Et donc ça, il y a une autre collègue dont c'est le domaine d'expertise qui va vous parler justement d'alimentation et grossesse vendredi. Alors, les modifications hormonales et les maux associés. Vous allez voir, il y a vraiment du lien, tout ce qu'on a vu sur les modifications anatomiques. Donc, ça s'explique de manière anatomique, comme j'ai pu vous le transmettre, mais il y a aussi une explication hormonale. Et c'est pour ça que certaines gènes anatomiques, vous allez les ressentir durant la grossesse et pas à d'autres périodes de votre vie.
parce que vous avez des hormones spécifiques qui vont être sécrétées durant votre grossesse. La première, donc je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est la relaxine. En fait, la relaxine, c'est une hormone qui va être sécrétée donc par vos ovaires, par vos tissus mammaires, donc par vos seins, et par le placenta dès le premier trimestre, mais dont la sécrétion va augmenter au fil des trimestres. Donc, vous allez avoir plus de relaxine dans votre corps en fin de grossesse qu'en début normalement. Et quel est son rôle, cette hormone? C'est de contribuer à l'assouplissement progressif de vos tissus pendant la grossesse. Puisque, alors je vous ai pris un petit bassin pour que vous puissiez visualiser tout ça. Donc vous avez votre bassin, ce sont des os, et bien évidemment, vous avez en plus des ligaments, vous avez en plus des muscles, vous avez en plus de la graisse, des fascias, et puis votre peau par-dessus. Mais là, on est vraiment sur la partie squelettique. Et bien évidemment, votre bassin, il y a des micro-mouvements entre vos os. Par exemple, là, vous avez votre sacrum, là, vous avez les os de votre bassin, les ailes iliaques. Et en fait, au quotidien, vous avez des petits mouvements. Et ça, c'est tout à fait normal. Même au niveau de la symphyse pubienne, il y a des petits mouvements. Mais ces mouvements sont vraiment limités, tout simplement parce que vous avez des ligaments qui vont venir stabiliser tout ça. Lorsque vous êtes enceinte, votre corps se prépare à donner naissance à donner naissance par voie basse. Et donc, le corps, même si vous accouchez par césarienne, le corps se prépare à l'accouchement par voie basse. Et donc, il y a cette sécrétion d'hormones spécifiques. Votre bébé va passer dans le bassin et donc il va devoir passer dans un orifice qui est quand même limité par vos os. Et donc, il va falloir, au moment de la naissance, que cet orifice puisse s'adapter. Et donc, ça va se devoir s'écarter un petit peu plus qu'à la normale. Et donc, pour permettre cet écartement des os du bassin, eh ben, vos ligaments ont besoin, au lieu d'être assez serrés, entre guillemets, ils ont besoin d'être un petit peu plus lâches. Et vos muscles aussi. Et pour être un petit peu plus lâche, eh ben, la relaxine, c'est d'où son nom, ça permet de relâcher. En fait, la relaxine va permettre cette laxité ligamentaire et musculaire pour que votre bassin puisse s'ouvrir le jour J et permettre à votre bébé de passer dans le canal osseux et voilà, de votre corps. Mais cette relaxine, elle est sécrétée. Alors, certes, son objectif, c'est de permettre à votre bébé de sortir de votre bassin, mais en fait, elle est sécrétée de manière générale. C'est-à-dire que, il y a une grande partie de la relaxine qui est faite pour permettre à votre bassin de s'ouvrir, mais en fait, elle n'est pas sécrétée qu'au niveau du bassin. Elle va être sécrétée partout dans votre corps. Et donc, tous vos ligaments vont bénéficier de cet effet relaxant, relâchant, on va dire, je ne sais pas si ça se dit, mais de la relaxine. Donc, ça veut dire que tous vos ligaments du poignet, des coudes, des genoux, des chevilles, tout ça vont s'assouplir un petit peu, parfois de manière assez importante d'ailleurs. Et c'est ça qui peut favoriser certaines douleurs, c'est que bah, le corps est un petit peu moins maintenu. D'où aussi les sensations d'instabilité. C'est pour ça qu'on déconseille aux femmes enceintes bah, de commencer une activité dont elles n'ont pas l'habitude ou alors de faire des activités un petit peu à risque, aller faire par exemple une rando pas très bien chaussée avec beaucoup de dénivelé parce qu'on sait que naturellement bah, la cheville va être moins capable de se stabiliser bah, parce que les ligaments sont sous l'effet de cette relaxine. J'espère que c'est clair. Donc ça, c'est la première hormone. La deuxième hormone, c'est l'ocytocine. Donc ça, c'est vraiment l'hormone du lien, de l'attachement. C'est l'hormone qui va vous faire vous attacher à votre bébé, qui permet aussi d'entraîner une contraction efficace de l'utérus. Ça permet au niveau de l'allaitement de favoriser l'éjection du lait. C'est une sensation, voilà, on ressent une sensation de bien-être, d'amour pour son partenaire. Donc là, vraiment, c'est une hormone, il n'y a pas d'effet négatif, entre guillemets. Autant bah, la relaxine, gardez en tête que bah, ça peut favoriser des douleurs articulaires ou des sensations d'instabilité, autant l'ocytocine, mis à part ressentir plein d'amour, il y a très peu d'effets secondaires. Donc ça, vous pouvez faire votre plein d'ocytocine. La progestérone, donc c'est une autre hormone qui va être sécrétée de manière importante lors de la grossesse.
Elle permet d'assouplir les tissus. Donc, elle travaille avec la relaxine, hein. Elle permet à ce bassin de se préparer. Elle va permettre la vasodilatation, c'est-à-dire la dilatation de vos vaisseaux. Et elle permet, elle entraîne un ralentissement du transit. Les effets un petit peu secondaires ou plus négatifs de cette hormone, même si elle est absolument essentielle au bon déroulement d'une grossesse, c'est que vous pouvez ressentir des troubles circulatoires, donc un mauvais retour veineux, des sensations de jambes lourdes, les varicosités. Les varicosités, c'est ces petits fils bleus. En fait, on a l'impression sur nos jambes d'avoir comme des petits filets bleus, des toutes petites veines visibles. Et ben ça, c'est ce qu'on appelle les varicosités. Et ça, c'est lié à la vasodilatation de vos tissus et au ralentissement voilà, du retour veineux. La constipation fréquente, forcément, parce qu'il y a un ralentissement du transit. Le risque d'hémorroïdes. Donc, les hémorroïdes, c'est une dilatation des vaisseaux au niveau de l'anus. Donc, la vasodilatation peut entraîner en tout cas des hémorroïdes et une envie irrépressible de dormir, de calme et de sérénité. Donc ça, c'est aussi un des effets de la progestérone. Souvent, on se dit, mais pourquoi je suis si épuisée? Et c'est vraiment c'est probablement le symptôme numéro un du premier trimestre lié à cette forte sécrétion de progestérone, c'est qu'on est fatigué et c'est tout à fait physiologique. Une autre hormone qui va être sécrétée durant la grossesse, c'est l'œstrogène. Donc, l'œstrogène va permettre, entre autres, mais bon, je voulais pas vous faire une liste exhaustive, c'était pas le but, mais elle permet le développement de votre utérus. Donc, ça, c'est du côté bébé et du côté maman. Il y a très peu d'effets secondaires, mis à part que ça donne un très joli teint. Ça a tendance à estomper les rides et ça donne des beaux cheveux brillants. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu comme l'ocytocine, c'est l'hormone qu'on adore qui va avoir pas mal d'effets secondaires sur nous. Et une autre hormone dont je voulais vous parler, surtout là en été, c'est l'hormone mélanotrope. Donc, c'est une hormone qui va entraîner une augmentation de la pigmentation des femmes. Vous pouvez voir apparaître des taches brunes au niveau des aisselles, des seins, de la face interne des cuisses. C'est lié à cette hormone. La ligne blanche entre le pubis et le nombril aussi peut se foncer un petit peu. Certaines femmes aussi au niveau du sternum, c'est un petit peu plus rare, mais ça peut arriver. Et l'apparition du masque de grossesse sur le visage, c'est aussi lié en partie donc, à cette hormone. Donc là, vraiment, cet été, n'hésitez pas vraiment à protéger au maximum votre visage, chapeau, lunettes, voilà, crème solaire, indice 50, voilà, sur toutes ces zones qui peuvent brunir un petit peu. Comment accompagner les adaptations abdominales? Alors, je voulais voir avec vous comment favoriser en fait la bonne fonction abdominale pendant la grossesse parce que ça va avoir beaucoup d'effets bénéfiques lors de l'accouchement et aussi en postpartum. Mais j'avais aussi envie un petit peu de recadrer les choses. L'idée, c'est pas d'avoir des tablettes de chocolat. C'est pas non plus d'empêcher le diastasis. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est souvent vu comme un gros mot, mais ça reste une adaptation normale en fait de votre corps au développement de votre utérus et donc de votre bébé. Le but, c'est vraiment d'accompagner votre corps pour que votre paroi abdominale, votre sangle abdominale reste le plus fonctionnel possible parce que c'est en partie grâce à cette sangle abdominale que votre bébé peut naître. On en parlera un petit peu plus mercredi dans l'autre masterclass que je vais animer sur les alliés d'une naissance sereine, où je vous expliquerai comment en fait la sangle abdominale participe vraiment le jour J à la naissance de votre bébé. Donc là, enceinte, en tout cas, ce que vous pouvez faire et qui est vraiment à votre portée sans coût additionnel, c'est déjà d'avoir ce qu'on appelle une bonne prophylaxie rachidienne. Alors pareil, c'est un grand mot scientifique pour dire prendre soin de son corps et de sa sangle abdominale et de son dos. Donc, quand vous allez vous coucher ou vous lever, que ce soit de votre lit ou de votre canapé, n'hésitez pas et prenez vraiment quelques secondes
pour vous relever en passant bien sur le côté. Donc, si vous êtes sur le dos dans votre lit, vous tournez sur le côté, vraiment les épaules, le bassin, vous mettez bien sur le côté. Et sur le canapé, c'est pareil. Vous pouvez le faire aussi bien sur le lit que sur le canapé. Et une fois que vous êtes sur le côté, vous allez sortir vos jambes donc du canapé, du lit. Vous allez voir, il va y avoir un effet un peu balancier, en fait, le fait que vos jambes descendent du lit. Et ben, ça va vous aider à vous relever. Donc, vous prenez appui avec la, la main qui n'est pas contre le lit ou le canapé. Vous prenez appui avec l'autre main. Et donc, quand vos jambes sortent, et ben, vous appuyez et vous vous relevez comme ça en passant sur le côté. Et là, vous n'allez pas du tout solliciter ni votre sangle abdominale, ni votre dos. Et vous faites pareil quand vous voulez vous coucher, vous vous asseyez là où vous voulez vous coucher, vous vous mettez sur le côté, et une fois que vous êtes bien sur le côté, que vos jambes sont sur votre lit, sur votre canapé, que vos épaules sont bien sur le côté, là vous passez sur le dos ou de l'autre côté si vous souhaitez. Mais ça, c'est vraiment un geste simple qui va avoir des répercussions vraiment favorables sur votre corps en règle générale et que d'ailleurs vous pourrez poursuivre bien évidemment en postpartum et tout au long de votre vie d'ailleurs. Donc ça, c'était la première chose que je voulais voir avec vous. Et la deuxième chose que je voulais vous transmettre, c'est de prendre chaque jour quelques minutes. Il n'y a pas besoin de prendre une demi-heure, mais 5 minutes suffisent pour se travailler, entre guillemets, c'est un grand mot, mais en tout cas pour prendre conscience de sa respiration abdomino-diaphragmatique. La respiration abdomino-diaphragmatique, c'est la respiration par le ventre. Donc vraiment, inspirez votre air par le nez, sentir votre ventre se gonfler sans pousser. L'idée, c'est pas du tout de pousser, mais vous allez sentir votre ventre se gonfler, vos côtes s'élargir parce que vous avez le diaphragme qui va se baisser, donc naturellement, ça va faire s'écarter vos côtes. Et ensuite, vous soufflez par la bouche comme sur des bougies. Et là, vous allez avoir le diaphragme qui va remonter, vos côtes qui vont se rapprocher et votre ventre qui va rentrer plus ou moins de manière importante. C'est sûr que si vous êtes au premier trimestre, vous allez vraiment sentir votre ventre et votre nombril venir vers votre colonne vertébrale. Si vous êtes au troisième trimestre, vous allez moins le sentir parce que bah, il y a votre bébé. Mais sachez que c'est très favorable pour votre sangle abdominale. Pour votre bébé, c'est super agréable parce que ça lui fait comme une sensation de massage. Donc vraiment, vous y allez en douceur. Vous inspirez par le nez, vous laissez votre ventre se gonfler. Vous sentez votre diaphragme se baisser, vos côtes s'élargir et vous soufflez par la bouche. Et vous sentez votre diaphragme remonter, vos côtes se rapprocher et votre ventre se rentrer. Et vous pouvez faire ça une dizaine de fois le matin, par exemple, et une dizaine de fois le soir. Vous pouvez le faire assise, vous pouvez le faire allongé, vous pouvez le faire en position quatre pattes si c'est une position que vous aimez bien. Donc vraiment varier les positions. Le premier trimestre de grossesse, vous pourrez le faire allongé sur le dos sans aucun souci. Si vous êtes plutôt en fin de grossesse, faites-le assise. Ça sera plus confortable pour vous et vous sentirez beaucoup mieux la mobilité du diaphragme et des côtes. Donc voilà pour la respiration abdomino-diaphragmatique. Et un autre petit tips que j'aime bien transmettre moi à mes patientes en cabinet, c'est d'essayer dans la mesure du possible de corriger sa posture. Pareil, c'est pas vraiment une correction, c'est plutôt une adaptation de sa posture pour être en auto-grandissement. On l'a vu tout à l'heure, votre posture va se modifier. Souvent, le bas du dos va se creuser, le ventre va partir en avant, les épaules vont partir en arrière. Et donc, essayez, dès que vous y pensez, que vous soyez assise ou que vous soyez debout, de faire comme si vous aviez un fil ou si on vous attrapait une mèche de cheveux là sur le sommet du crâne et qu'on la tirait vers le plafond. Et donc, vous cherchez vraiment à allonger votre sommet du crâne vers le plafond, à rentrer très légèrement le menton, serrez vos omoplates et rentrez très légèrement votre ventre en basculant votre bassin. Vraiment, vous imaginez que vous voulez tirer le sommet du crâne vers le plafond et tirer votre sacrum et votre coccyx vers vos pieds. Et donc là, vous allez vraiment allonger votre colonne vertébrale, réduire les courbures excessives. En faisant ça, en fait, vous allez travailler tous vos muscles paravertébraux, donc les muscles qui sont de chaque côté de votre colonne vertébrale. Donc ça va vous aider à renforcer ces muscles-là, à avoir une meilleure posture. Ça va aussi travailler la sangle abdominale profonde et indirectement, on sait que ça sollicite le périnée. Donc, vous allez vraiment travailler les muscles
de l'arrière du dos, les muscles de l'avant avec les abdominaux et vous allez aussi travailler le périnée. Euh, donc c'est un exercice qui est très bénéfique, ça s'appelle l'autograndisme. Je vous ai mis quelques outils qui peuvent vous aider. Il y a la ceinture. Alors là, j'ai mis en photo la ceinture Physiomat, mais vous en avez d'autres. Ce ne sont pas des ceintures de soutien lombaire. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo, mais en fait, la ceinture est mise au niveau du sacrum à l'arrière et du pubis à l'avant. C'est pas du tout pour soutenir de manière passive les lombaires. Donc ça, c'est une ceinture qui a plusieurs effets. Naturellement, ça va corriger votre posture en vous mettant justement en autograndissement. Et en plus, le fait que ça resserre le bassin, eh ben, ça va maintenir, donc comme on l'a vu tout à l'heure, le bassin qui, sous l'effet de la relaxine et de la progestérone, a tendance à être plus souple, ce qui peut entraîner des gênes, voire des douleurs. Et donc la ceinture va venir soutenir ça. C'est un peu comme quand vous faites une entorse de cheville, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Mais on a vraiment cette sensation de mollesse un peu de notre cheville. Et le fait d'avoir un bandage ou d'avoir une attelle, et ben, c'est hyper agréable parce que ça soutient et ben, cette ceinture-là qui reste une ceinture dynamique. Hein. Ça ne va pas faire le travail à votre place. Au contraire, le but, c'est de faire travailler les muscles posturaux, mais ça va quand même avoir cette action de soutien et de contenance qui est hyper agréable que vous pouvez utiliser enceinte, en postpartum. C'est très agréable aussi. Le ballon de grossesse qui est bien connu en général, qui peut vous aider à soulager pas mal de maux. Donc là, c'est une femme qui est assise sur le ballon, qui travaille sa mobilité, je pense, au niveau du bassin et qui doit travailler un petit peu aussi ses muscles thoraciques et dorsaux. On voit un petit élastique derrière. Mais vous pouvez très bien ce ballon l'utiliser, par exemple, si vous avez des sensations de jambes lourdes. On a vu tout à l'heure que c'était un effet physiologique en fait de la grossesse. Les hormones font que bah, le retour veineux est moins bon. Donc vous pouvez très bien, au lieu d'être assis sur le ballon, de vous allonger par exemple par terre sur un tapis de yoga et de mettre vos jambes sur le ballon. Et donc comme ça, vous surélevez un petit peu vos jambes et vous pouvez faire des petits mouvements de cheville, de flexion, extension. Vos jambes sont reposées, donc vous n'avez pas besoin de les maintenir. Et donc, vous avez vos pieds qui sont plus hauts que votre bassin, donc ça va améliorer le retour veineux. Vous pouvez faire ça par exemple en fin de journée ou même au milieu de la journée, hein, plusieurs fois par jour. Là, je vous ai mis le coussin, donc on appelle coussin d'allaitement, mais qui est en fait un coussin qui peut servir pour plein de choses pour vous installer quand vous dormez et qui peut justement aussi éviter ces douleurs ligamentaires, musculaires, du fait du poids de l'utérus par exemple, où ça peut tirer au niveau du ventre. Bah, vous pouvez le positionner, il y a plein d'adaptations possibles. Et là, je vous ai mis le kinésio-taping. Donc c'est une technique qu'on utilise en tant que kiné pour justement venir soulager certaines douleurs ligamentaires. Voilà. Il y a plein d'adaptations. Ça, le kinésiotyping, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir utiliser seul à la maison. Non, si vous faites accompagner, c'est quelque chose qu'on peut vous proposer. Sachez que ça existe et que ça peut être intéressant selon les cas, bien évidemment. Comment préparer son périnée à la naissance? Je regarde rapidement l'heure pour tenir le timing. Alors, déjà, vous allez me dire, mais pourquoi préparer son périnée? Il y a plein d'effets positifs à la préparation du périnée. Ça permet, premièrement, de prendre conscience de cette zone qui est souvent mal connue. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie parce que ce n'est pas forcément l'objet de la masterclass, mais en gros, le périnée, c'est vraiment l'ensemble des tissus mous. C'est pas que des muscles, c'est vraiment un ensemble de tissus mous qui va s'étendre du pubis en avant jusqu'au coccyx en arrière et d'un ischion à un autre. Donc, c'est vraiment toute la partie. Ça, c'est un bassin de femme. Donc là, il faut imaginer que c'est l'avant de la femme avec ici la sangle abdominale. Et ici, on a l'arrière. Donc ici, on aurait les fesses et ici, la colonne vertébrale qui monterait. Et donc, si on regarde une femme allongée sur le dos, et ben, toute cette partie-là, donc tous ces tissus mous, représentent le périnée, ce qu'on appelle communément le périnée. Donc, le préparer, ça permet de prendre conscience de cette zone, ça permet de gagner confiance aussi en soi et en son corps. Ça va favoriser la souplesse et la mobilité de tous ces tissus mous, donc peau, muscles, ligaments, fascia. Et ça permet
d'apprivoiser en douceur cette zone et de se familiariser avec la sensation d'étirement, puisque c'est une zone qui va être amenée à être étirée au moment de la naissance. Et donc de se familiariser déjà en amont avec ces sensations d'étirement, ça peut être très intéressant. De quoi a besoin le périnée? Alors, pendant longtemps, on a pensé que le périnée, c'était uniquement un muscle. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas le cas, c'est un ensemble de plein de tissus mous. Et on a souvent pensé que donc, ce périnée devait être fort. Et c'est tout. C'est pas tout à fait le cas dans la vie d'une femme en général, mais j'aurais envie de dire encore plus au moment de la naissance. Le périnée, certes, il doit savoir se contracter et c'est intéressant pour vous de sentir cette contraction, mais il doit aussi savoir se relâcher et c'est intéressant pour vous de savoir ressentir ce relâchement. Et le périnée a besoin de pouvoir s'étirer. Lors de l'accouchement, votre périnée va vraiment accompagner le passage du bébé grâce à ces trois capacités-là. C'est-à-dire que le périnée a besoin d'être tonique pour guider votre bébé dans son chemin, mais il a aussi besoin, donc il a besoin de savoir se contracter, mais il a aussi besoin de savoir se relâcher parce qu'il y a un moment quand votre bébé atteint une certaine zone dans votre bassin, et ben, le périnée doit savoir se relâcher pour laisser passer le bébé. Et tout à la fin, et ben, il doit savoir s'étirer. Donc, vraiment, cette zone-là, au début de l'accouchement, c'est très schématique, mais on en rediscutera mercredi. Au début de l'accouchement, eh ben, il faut qu'il sache se contracter pour guider un petit peu votre bébé. C'est comme quand vous voyez, vous savez, des enfants progresser dans les petits tunnels tout mous. Là, souvent, c'est vert, un peu vert pomme. Là, c'est des jeux, on leur met des petits tunnels et ils progressent dedans. Et ben, si le tunnel il est complètement tout mou, s'il n'y a rien du tout de rigide, l'enfant il n'arrive pas à progresser parce qu'il n'a pas de zone d'appui. Et d'ailleurs, souvent il y a des arceaux tous les à peu près 10, 15, 20 cm et ça permet d'avoir une structure qui a une certaine rigidité quand même et qui permet à l'enfant de progresser. Et ben, votre périnée, c'est un peu pareil le jour de l'accouchement. Il donne un petit peu de structure à votre bébé pour savoir par où il faut passer, entre guillemets. Donc, ça, c'est lié à la contraction. Mais il doit quand même le laisser passer, donc il doit savoir se relâcher et enfin il doit savoir s'étirer. Souvent à la fin de l'accouchement, bah, votre périnée s'ouvre pour laisser passer la tête, les fesses ou les pieds de votre bébé. Donc vraiment gardez bien en tête ça, contraction, relâchement, étirement. D'accord? Quand on prépare son périnée, c'est pas que pour avoir un périnée fort, c'est pour avoir un périnée qui sait se contracter, qui sait se relâcher et qui sait se laisser étirer. Les exercices que je voulais vous présenter, c'est des exercices de conscience et de mobilité. Donc, ça peut être des choses très simples, allongées ou assises. Essayez de voir ce que vous ressentez quand vous essayez, par exemple, de retenir des... Vous faites comme si vous vouliez retenir des urines ou des gaz, et puis vous voyez ce que vous ressentez. Donc, ça, c'est ce que vous allez ressentir quand votre périnée se contracte. Donc, vous allez sentir qu'il y a quelque chose comme qui se referme ou qui se rapproche dans, 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 dans cette zone-là. Ça, c'est la contraction. Essayez de prendre conscience. Pareil, faites-le assis, mais faites-le aussi allongé, parce que c'est pas les mêmes sensations. Essayez de prendre conscience de ce qui se passe quand vous arrêtez de contracter. Donc, vraiment pour percevoir le relâchement du périnée et sentir la différence entre ces deux états. La contraction, je sens que ça serre, ça ferme. Le relâchement, je sens que ça relâche, que ça ouvre. Vous pouvez associer ça à des exercices de respiration, mais là, je pense qu'il faut mieux se faire accompagner par un professionnel de santé. Ça fait beaucoup de choses à percevoir. Et pareil, dans les exercices de mobilité, ce qui peut être intéressant, c'est d'étirer régulièrement tout au long de la grossesse les muscles du bassin, donc les fessiers, les ischio-jambiers, les adducteurs, parce que ce sont des muscles qui viennent s'insérer proche du périnée. Donc, plus ces muscles vont être souples, en fait, plus votre bassin va pouvoir s'adapter et se déformer lors de la naissance pour laisser passer votre bébé. Donc ça, bah, je vous invite à vous rapprocher d'une sage-femme ou d'une kinésithérapeute spécialisée qui vont vraiment vous aider
à mieux percevoir votre périnée et puis à vous proposer des exercices très concrets, très pratiques et puis pouvoir les réaliser et les ajuster avec vous surtout. Ensuite, il y a le massage périnéal qui peut être aussi très intéressant, qui permet de mieux connaître pareil son périnée, puisque là, autant sur les exercices précédents, on a ressenti notre périnée, mais là, on va le toucher. Vous pouvez même le regarder avec un miroir. Donc, vous allez mieux connaître votre périnée, vous allez gagner en confiance, vous allez vous familiariser avec les sensations d'étirement ressenties lors de la naissance, même si ça sera le jour J, vous allez avoir une telle imprégnation hormonale que ce ne sera pas exactement pareil que ce que vous allez faire en amont dans votre salle de bain ou dans votre chambre, mais ça permet quand même de se familiariser avec ces sensations qui sont pas forcément des sensations connues. Et les études montrent que ça peut et donc ça peut, ce n'est pas systématique, mais ça peut diminuer le risque d'épisiotomie et de traumatismes périnéaux qui vont nécessiter donc des points de suture, et ça en particulier chez les femmes, ce qu'on appelle chez les primipares, donc chez les femmes qui accouchent pour la première fois. Et pareil, ça peut réduire, donc ce n'est pas systématique, mais ça peut réduire les douleurs périnéales persistantes après l'accouchement. Donc ça, c'est les dernières études qui ont été menées sur le sujet. Quand commencer ce massage périnéal? Ce qui est recommandé, c'est de commencer 34-35e semaine d'aménorrhée, donc environ 6e mois de grossesse, pardon, et jusqu'à l'accouchement, si vous le souhaitez, bien évidemment. 5 à 10 minutes par jour suffisent, 1 à 2 fois par semaine minimum, et vous pouvez aller jusqu'à une fois tous les 2 jours, si c'est confortable pour vous. Pour le matériel à utiliser, donc vous avez des huiles en pharmacie spéciale massage du périnée, mais vous pouvez, si vous souhaitez, prendre une huile végétale adaptée que vous avez à la maison. Ça peut être de l'huile d'amande douce, l'huile de coco, l'huile de calendula. Prenez une huile bio, de préférence vierge, première pression à froid. Bien évidemment, on se lave bien les mains. Avant, il n'y a pas besoin de se désinfecter de manière excessive parce que le vagin n'est pas un milieu aseptisé, mais on se lave bien les mains, on se coupe les ongles, on se nettoie bien les ongles. Ça sera plus confortable et bien sûr plus hygiénique quand même pour vous. Vous pouvez le faire seul ou avec un partenaire. Donc, soit c'est vous qui vous massez au niveau du périnée, soit c'est votre partenaire s'il a appris à le faire. Et ça, chez un kiné ou une sage-femme, vous pouvez très bien l'apprendre avec votre partenaire. Et comme ça, si c'est lui qui peut le faire, si c'est quelque chose que vous souhaitez. Et toutes les études montrent que la régularité est plus importante que la durée des séances. C'est-à-dire que si vous avez peu de temps à y consacrer, préférez y consacrer 2 minutes tous les 2 jours que 5 minutes une fois par semaine. Et en plus, il y a vraiment une courbe d'apprentissage comme dans beaucoup de choses. Donc au départ, vous n'allez pas être à l'aise et plus vous allez le faire, plus vous allez être à l'aise, plus vous allez oser masser un petit peu plus profondément, étirer. D'où l'intérêt d'être plutôt régulière que de faire des longues séances où en fait, si vous le faites une fois tous les 15 jours, c'est comme si vous redécouvriez votre périnée. Et donc voilà, la courbe d'apprentissage est moins favorable. L'objectif n'est pas du tout de préparer un périnée parfait, d'ailleurs le périnée parfait n'existe pas, mais vraiment d'apprendre à connaître cette zone en fait, à apprendre à la détendre et à lui faire confiance. Et voilà, et vous gagnerez vraiment en confiance pour le jour J. Si je devais conclure, ce que j'aurais envie de vous transmettre, c'est de bien garder en tête que votre corps, avec toutes ces modifications, ne se transforme pas contre vous, mais il se transforme vraiment pour votre bébé. Et c'est l'objectif de la masterclass, c'est de comprendre pourquoi ces modifications, pour les accompagner au mieux, les vivre aussi au mieux, surtout pas les subir, et vraiment vous dire, c'est pas contre moi, c'est vraiment pour mon bébé. Et, euh, et voilà, je pense que ça change aussi la manière de voir les choses. Certes, tous les symptômes ne sont pas agréables. Beaucoup de femmes pourront vous le partager. Pour autant, la majorité sont liées à des adaptations normales et il existe plein de choses en notre possession pour le vivre le mieux possible. Si vous deviez retenir que 4 choses, c'est continuer surtout à bouger, à bien respirer, à bien vous hydrater. Dans l'hydratation, je mets aussi la nutrition, donc bien vous hydrater, bien vous nourrir.
Il y a 5 choses, excusez-moi. Se reposer, si vous en avez la possibilité, et demander de l'aide, pareil, si vous en avez la possibilité. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour bien vivre votre grossesse. Soyez-en certaine. Merci pour votre attention. J'espère avoir tenu le timing. Chloé. Super, bravo Alexia. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Alors, il n'y en a pas eu, mais si les mamans souhaitent poser, n'hésitez pas. C'était super complet. Merci beaucoup à toi, Alexia. Je regarde si on a des petites questions. C'était un plaisir. Et n'hésitez pas si vous voulez, s'il y a des choses que vous voulez qu'on revoie ou si vous avez des... On est en petit comité, donc même si vous avez des questions un petit peu plus personnelles en rapport avec ce qu'on a vu, mais avec un cas un petit peu plus personnel. Caroline, merci beaucoup, c'était super. J'ai une petite question. J'ai peur d'avoir mal lors de mon accouchement. Que puis-je faire? Et ok. T'as peur d'avoir mal, alors où? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Est-ce que ce qui t'inquiète le plus, c'est les douleurs qui peuvent être liées aux contractions, par exemple? Ou est-ce que c'est les douleurs qui vont être liées plutôt à l'étirement de ta zone périnéale? Si tu peux me dire dans le chat. Et moi, ce que j'aime bien dire à mes, le temps que tu écrives, moi, ce que j'aime bien dire à mes, aux patientes que je peux accompagner, c'est que c'est- en fait, on est programmé, la douleur, c'est un signal d'alerte. Quand vous regardez la définition de la douleur, en fait, c'est en gros pour nous dire qu'il y a sans doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il y a une seule douleur au monde qui n'est pas ce signal d'alerte, c'est la douleur qu'on peut ressentir au moment de l'accouchement, la douleur liée voilà, aux contractions. Au contraire, c'est vraiment une douleur, c'est même pas une douleur, ouais, c'est une sensation oui, qui est plus ou moins agréable pour certaines femmes, mais qui va indiquer que le travail est en marche et que ça vous rapproche un peu plus de votre bébé et que tout se déroule bien et que c'est normal. Donc c'est autant la douleur que vous allez ressentir quand vous allez mettre vos mains dans de l'eau bouillante, celle-ci c'est une douleur warning. La douleur que vous pouvez ressentir, je ne sais pas, quand vous vous faites arracher une dent, c'est une douleur warning, même si maintenant, normalement, il y a plus de danger, c'est pas un tigre qui est en train de vous arracher la dent, mais ça, c'est des douleurs, oui, un peu warning. Mais là, vraiment, la douleur que vous allez ressentir lors de l'accouchement, c'est la seule douleur au monde qui est le signe que, que, que ça va, que le process est en cours, en fait. Et alors, Caroline, tu me dis que c'est l'étirement de la zone. Donc, l'étirement de cette zone-là, j'imagine, de la zone périnéale. Sache que vraiment, le jour J, c'est souvent quelque chose dont on a peur. Mais déjà, tu vas avoir toutes les hormones de ton côté. C'est-à-dire que vraiment la relaxine, la progestérone vont faire que cette zone, elle va s'ouvrir, s'ouvrir. Je veux dire, l'étirement dont tu vas être, dont cette zone va être capable le jour J, à aucun autre moment de ta vie, tu auras cette même capacité d'étirement. Donc, les hormones sont vraiment de ton côté. Je comprends tout à fait. Il me faut que j'apprenne à gérer la peur de la douleur. Et ce que tu peux vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est soit de le faire toi seul, soit de te faire accompagner, mais vraiment commencer selon où tu en es dans ta grossesse, à faire le massage du périnée. Parce que tu vas vraiment te familiariser avec cette sensation d'étirement, en fait. Et au départ, c'est vrai que ça peut picoter un petit peu et tu vas voir que de jour en jour, tu vas sentir ton tissu. Donc déjà, il va être mieux vascularisé parce que bah, tu l'auras massé. Donc tu vas avoir vraiment le sang qui va amener bah, tous les nutriments. Et puis tu vas avoir de moins en moins de picotements. Et tu vas vraiment te familiariser avec cette sensation. Et au départ, donc peut-être les 2, 3 premières fois, tu vas avoir des sensations de picotement. Et tu verras qu'au bout d'une semaine, tu n'auras plus du tout les sensations de picotement. Donc je t'invite vraiment à travailler effectivement sur cette peur de la douleur, parce que c'est vraiment un cercle vicieux. On a peur d'avoir mal, donc on se contracte, la contraction fait que ben, on risque d'avoir plus mal. Donc, mais ça, c'est quelque chose plus un petit peu état d'esprit. Et il y a plein de choses qui peuvent t'aider là-dessus. Je pense
particulièrement à de l'auto-hypnose qui peut beaucoup t'aider. Donc, travailler ta perception de la douleur, vraiment pas comme un signal d'alerte, mais comme un signal que tout se déroule bien et qu'en fait, ça te rapproche un peu plus à chaque fois de ton bébé. Donc ça, c'est au niveau des états d'esprit. Et au niveau physique, c'est vraiment de te familiariser avec ces sensations d'étirement. Tu peux commencer au départ par des étirements des fessiers, par exemple, par des étirements des ischio-jambiers. Donc c'est les muscles qui sont à l'arrière de tes cuisses, étirer tes adducteurs, tu te mets en position lotus ou en position papillon, tu t'assois par exemple sur ton canapé quand tu regardes un truc à la télé, tu te mets en position lotus, vraiment les plantes de pied collées les unes contre les autres, les genoux écartés, et tu te familiarises avec cette sensation d'étirement là au niveau de tes adducteurs, les muscles de l'intérieur des cuisses. Donc déjà là, tu vas ressentir des petites, entre guillemets, douleurs, vraiment plus tiraillement, étirement. Et ensuite, tu fais au niveau du périnée et tu vas voir la capacité qu'a le corps à s'adapter, à s'étirer, à se préparer. Et les douleurs que tu auras ressenties au départ, au bout de 10 15 jours, tu ne les ressentiras plus. Et je pense que ça te permettra de gagner vraiment en confiance. En confiance. Et après, pour le jour J, ça faut voir avec les maternités. Et je sais qu'il y a des maternités qui appliquent des poches de chaud au niveau du périnée. Un petit peu avant la sortie du bébé. Donc, il y a des, voilà, la sage-femme peut appliquer des poches, ça aide, ou si toi tu en as aussi. Et après, viens mercredi, si tu peux, à la conférence, parce que là, on va avoir aussi les postures qui Mm. peuvent t'aider le jour J à mieux appréhender en fait cette sensation d'étirement. Il y a vraiment des postures qui aident, qui aident beaucoup. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Et après, il y a des ressources, il y a des livres aussi qui peuvent beaucoup t'aider. Dis-nous juste, Caroline, à quel trimestre tu es? Parce que si tu as encore un petit peu de temps pour préparer et pour lire, il y a vraiment des ressources qui peuvent t'aider à changer ton état d'esprit par rapport à cette douleur. Mm. Voilà, j'espère avoir fait le tour. Encore un grand merci. Je suis à 8 mois de grossesse. Je veux bien des idées de ressources. Ouais. Alors, attends. Si on a 2 minutes. Euh, voilà. Je pense à. Mais il y en a plein d'autres, mais je pense particulièrement à celui-ci. J'accouche bientôt. Que faire de la douleur? Et il y a aussi la méthode Bonaparte, coucher sans stress. Et là, c'est pareil, tu as, des petits outils qui peuvent être sympas. Voilà, c'est des livres pas très longs, assez pratiques. Je pense que ça peut t'aider. Bien. Et puis, viens mercredi. Bon, bah, merci beaucoup, Alexia. C'était super. Merci à toi, merci à vous. Bah oui, trop bien. Le replay est disponible, donc il sera en ligne des semaines prochaines, normalement. Donc voilà, si vous souhaitez le revisionner, n'hésitez surtout pas. Et nous, on se dit du coup à mercredi pour toi, Ouais. Alexia. Et Ouais. demain, on a le sport et la grossesse avec Camille et Marine, donc kiné et sage-femme. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre également.